Bonjour à tous et bienvenue sur Tout savoir des CG. Aujourd'hui, on s'attaque à une société très importante qui représente la majeure partie des sociétés en France, l'ASA ou Société Anonyme. Cette vidéo sera principalement consacrée à l'ASA moniste et l'ASA dualiste et les autres vidéos se rapportant à la ASA seront disponibles également sur la chaîne dans la playlist consacrée à cet effet. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux types de SA, la SA moniste et la SA dualiste. Alors moniste, ça signifie qu'il y a un seul organe de contrôle, alors que dualiste, il y en a deux. On comprendra très vite la différence, mais en règle générale, les deux SA se ressemblent particulièrement dans leur quota, dans leur âge minimum, etc. Vous allez le voir. Tout d'abord, la SA moniste. La SA moniste n'a qu'un seul organe de contrôle, c'est le conseil d'administration. Le conseil d'administration est présidé par un président du conseil d'administration et possède 3 à 18 membres. Ce qu'il faut savoir pour le quota de femmes dans le conseil d'administration, c'est qu'il y a un quota obligatoire uniquement si la SA est cotée. Donc si la SA est cotée, le nombre de femmes doit représenter au moins 40% des administrateurs. Et si le nombre d'administrateurs est supérieur à 8, l'écart entre hommes et femmes ne doit pas être supérieur à 2. Si ce quota n'est pas respecté, dans ce cas-là, il y a une cooptation qui doit être réalisée dans les 6 mois. Donc pour les SA non cotés, il n'y a pas de règle formelle, mais évidemment un équilibre homme-femme est attendu. Donc, comme on l'a vu, l'administrateur est membre du conseil d'administration. Il a la capacité civile, il est interdit d'exercer des fonctions de CAC, fonctionnaire ou membre de parlement. La limite d'âge concernant les administrateurs. Les administrateurs de plus de 70 ans ne peuvent pas dépasser plus du tiers des administrateurs en fonction. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir plus de 70 ans et être administrateur, ça veut simplement dire que le nombre d'administrateurs ayant 70 ans ne doit pas représenter plus du tiers des administrateurs. Un administrateur est mandaté pour 6 ans, renouvelable. La fin du mandat est décidée en AGOA, après une AGOA tenue dans l'année en cours dans laquelle expire le mandat, sauf clause statutaire contraire. Concernant le cumul de mandats sociaux, une autre vidéo traitera de ce cumul, que je vous invite à aller retrouver sur la chaîne. Le cumul du contrat de travail. Donc comme on l'a vu pour les gérants, il y a des conditions de cumul, y compris pour les administrateurs. Dans le cas où la SA dépasse les seuils d'une PME. Pour rappel, pour dépasser les seuils d'une PME, il faut avoir un effectif supérieur à 250, un CA supérieur à 50 millions, un bilan supérieur à 43 millions. Donc on est sur une entreprise quand même assez grosse. Dans ce cas-là, l'antériorité est exigée. Donc si le salarié n'était pas salarié avant d'être administrateur, dans ce cas-là, le cumul du contrat de travail n'est pas possible parce qu'il nécessite antériorité. Par contre, si les seuils ne sont pas dépassés, donc la SA est une PME, il y a les conditions jurisprudentielles qu'on retrouve ici, un emploi effectif, un lien de subordination, une fonction et rémunération distincte et une convention réglementée, des conventions réglementées qu'on retrouvera également dans une autre vidéo. Concernant le nombre d'administrateurs, il y a la règle du tiers, qui est une règle spécifique à la SA. Le nombre d'administrateurs liés à la SA par un contrat de travail ne doit pas excéder un tiers des administrateurs. C'est la règle. La rémunération des administrateurs est fixée par l'AG. Il y a des possibles régulations, des missions exceptionnelles, remboursement de frais, etc. Les administrateurs sont nommés lors de la constitution dans les statuts par l'AGC, pour les SA cotés, en cours de vie en nomination par l'AGO, ou alors il y a des cooptations possibles. Alors, pour la cooptation, on peut s'intéresser à 3 cas particuliers. La cooptation, c'est le fait de désigner provisoirement un administrateur par le conseil d'administration. Donc la cooptation est impossible si le nombre d'administrateurs est inférieur au minimum légal. Donc on l'a vu tout à l'heure, le minimum légal, c'est 3. Les administrateurs restants doivent convoquer la GO en vue de compléter l'effectif du CA pour atteindre ce minimum légal. Elle est obligatoire, la cooptation, si le nombre d'administrateurs est inférieur au minimum statutaire, mais qui reste supérieur au minimum légal. Donc il reste supérieur à 3, mais inférieur à ce que prévoient les statuts. Dans ce cas-là, le CA doit nommer à titre provisoire pour compléter l'effectif dans un délai de 3 mois. Enfin, la cooptation peut être facultative en cas de vacances par un décès ou une démission d'un administrateur, mais le nombre d'administrateurs reste supérieur au minimum statutaire et au minimum légal. Le CA peut, entre deux AG, procéder à des nominations à titre provisoire. Donc les causes de cessation de fonction d'un administrateur, le renouvellement, un arrivé à terme, un événement personnel, une révocation ad mutum, donc en gros à tout moment par la GO, une révocation abusive pour des circonstances injurieuses ou vexatoires. Donc ça, on l'a vu dans la SARL, la révocation abusive. Concernant les pouvoirs du conseil d'administration, donc comme on l'a vu, c'est un organe de décision, il détermine l'orientation et veille à la mise en œuvre conformément à son intérêt social en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs de son activité. Il prend également en considération s'il y a lieu la raison de la société est définie
à l'application de l'article 1835 du Code civil. Donc le conseil d'administration réalise de nombreuses tâches, notamment le contrôle et la vérification qu'il juge opportun. Il détermine l'orientation de l'activité, comme on vient de le dire. Le conseil d'administration est compétent pour décider si les fonctions de DG, de directeur général, seront exercées par le président du conseil d'administration ou par une autre personne physique. Il convoque les AG, il établit les comptes sociaux, il nomme le président du conseil d'administration, le directeur général et le directeur général délégué. Il a aussi le pouvoir en ce qui concerne les cautions, avals et garanties données par la société et les transferts du siège social. La responsabilité des administrateurs ne peut être individuelle, mais un administrateur peut se dégager de sa responsabilité en établissant qu'il a désapprouvé la décision prise par le conseil d'administration. L'action en responsabilité, comme on l'a vu dans la SARL, elle peut être individuelle, elle est destinée à réparer un préjudice personnel distinct de celui subi par la société. L'action peut être sociale, elle est destinée à réparer un préjudice subi par la société, donc elle peut être engagée par les représentants légaux de la société, par des actionnaires agissant seuls ou un groupe d'actionnaires supérieur à 5% du capital, ou par une association d'actionnaires. Donc comme on l'a vu sur ce petit schéma, dans l'ASA moniste, on a un conseil d'administration, une direction avec un directeur général et possiblement un directeur général délégué. Ces deux membres ou ce membre est le représentant légal de la société. Donc, comme on l'a dit précédemment, le CA est compétent pour décider si les fonctions de DG seront exercées par le président du conseil d'administration ou par une autre personne physique. Le DG est forcément une personne physique. Il doit avoir moins de 65 ans. Les durées de ses fonctions sont librement fixées par le conseil d'administration. Concernant le cumul de contrats de travail, c'est possible dans les fonctions fixées par la jurisprudence, avec un emploi effectif, lien de subordination, fonctions et rémunération distinctes, et un respect des procédures de convention réglementées. Et si les contrats sont conclus postérieurement après nomination du DG, alors il y aura une double vérification. Concernant la cessation des fonctions, les causes sont habituelles avec une arrivée à terme, limite d'âge, décès, transformation de l'ASA. Le DG est révocable ad nutum, comme on a vu pour les membres du conseil d'administration. Donc concernant les pouvoirs du DG, alors on va retrouver un peu les pouvoirs d'un dirigeant, comme pour la SARL. Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration, tels que le changement de siège social. Envers les tiers, il est représentant légal de la société. Il engage la société même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social. Les statuts sont inopposables aux tiers, de bonne foi. C'est le CA qui va déterminer les endus de ses pouvoirs. Et petite précision, le DGD dispose des mêmes pouvoirs que le DG à l'égard des tiers. Donc dans le cas où le DG a beaucoup de travail, il peut choisir et proposer au CA, c'est lui qui le propose, un DGD, directeur général délégué. Donc les règles s'appliquent de la même manière pour le DG et pour le DGD, et le DGD est élu par le CA. À savoir que le DGD cesse ses fonctions lorsque le DG les cesse. Il y a également d'autres organes d'assistance pour le conseil d'administration, tels que des comités d'études, des comités d'audit ou des collèges des censeurs. Donc, les membres du conseil de surveillance. Les règles sont les mêmes. En fait, dans une SA dualiste, il y a 2 organes. On va voir quels sont ces 2 organes. Le conseil d'administration de la SA moniste, il devient conseil de surveillance. Mais les règles sont les mêmes. 3 à 18 membres, 24 pour une SA cotée en cas de fusion. Ça peut être des personnes physiques ou morales. Les conditions de cumul de contrat de travail sont les mêmes. Les conditions de cooptation sont les mêmes. Ils sont nommés par les actionnaires. Sauf qu'on a bien dit que dans la SA dualiste, il y avait 2 organes de direction. Et en fait, le deuxième organe, c'est le directoire. Contrairement à la SA moniste, il n'y a pas un directeur général, mais un directoire. Dans le directoire, il y a au maximum 5 membres ou un seul membre, DGU, si le capital est inférieur à 150 000 euros. Comme pour le directeur général de la SA moniste, un membre du directoire doit obligatoirement être une personne physique dotée de la capacité civile. Il doit avoir moins de 65 ans. La durée de ses fonctions sont prévues par les statuts ou 4 ans rééligibles. Il est impossible pour un membre du directoire d'être en même temps membre du conseil de surveillance. Les conditions de cumul de contrat de travail sont les jurisprudentielles, celles qu'on connaît habituellement. L'administration se fait par le club statutaire ou par le conseil de surveillance. En cas de vacance d'un poste, si le nombre de membres du directoire est inférieur au minimum statutaire, le conseil de surveillance doit pourvoir au remplacement dans les 2 mois. À défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce de procéder à cette nomination à titre provisoire. Les causes de cessation de fonction sont les mêmes que pour les causes de cessation de fonction sont les mêmes que pour le directeur général de la SA moniste. De même, les pouvoirs du directoire, c'est la même chose. Les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il exerce dans la limite de l'objet social. Et envers les tiers, la société est engagée par tous les actes du directoire, même ceux dépassant l'objet social. Par contre, le directoire a des pouvoirs propres à lui. C'est à lui de convoquer les AG. C'est lui qui autorise ou délègue l'AGE. Dans les SA cotés, il y a une consultation des salariés actionnaires lorsqu'ils détiennent plus de 3% du capital.
et il doit fixer l'objectif de mixité homme-femme. La limitation des pouvoirs, donc ces pouvoirs sont théoriquement limités par l'objet social. Et concernant les cautions aval et garanties, c'est au conseil de surveillance de l'autoriser dans la limite qu'on verra dans une autre vidéo. Les membres du directoire doivent agir collégialement. Enfin, la responsabilité des membres du directoire, elle peut être civile, fiscale et pénale.